Je demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Je demande un peu de silence. Refaire un silence radio. Est-ce une bonne idée ou pas? Non, je crois pas. Je vais mettre la radio. Voulez-vous nous annoncer cette émission? J'aime bien la radio. Bonjour, bien réveillé? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. The KGB. KGB. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Camarades, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur KGB. L'émission de détente sociale et culturelle du bassin ancien élargi, et plus si affinité. J'espère que vous allez bien. Tiens, faisons un petit tour de table, juste comme ça, avec un petit baromètre du fun et du bonheur. Sur une échelle, allez, un escabeau, de 0 à 10. Raphaël, chère petite voix qui commente mes turpitudes, on situe comment 0 représentant l'ambiance 2 minutes après la chute de l'astéroïde qui a éteint les dinosaures, et 10 étant l'obtention de mon permis de conduire avec 2 grammes dans le sang. Un bon 9,75. Ça, c'est bon, ça. C'est pas mal, bien. hein. Greg, cher programmateur musical tout beau tout frais de retour de Catalogne. Catal. Catalogne. Ah, si. Oui. Si, oui. J'ai tout fait en espagnol, Ok, là, j'ai très plus bien. rien. Parfait. David, cher chroniqueur cariophile allé, extirpé de force de tes vacances pour venir toucher les piquants et les boutons. Comment ça va? Je me sens épineux, tu vois. J'ai que des jeux de mots pourris, en fait. Dans toute ma chronique, c'est la cata. J'ai oublié la petite clochette là pour sonner à chaque fois. Il y en a, non, tu sonnerais trop, là. T'inquiète. Et on ne demandera pas à Jacques comment il va, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas là, et que si j'ai bien suivi le programme alors qu'il est, le bonhomme a juste changé de crèmerie, puisqu'il se retrouve dans un autre bistrot, à Rennes, au bistrot de la Cité, dans la grande tournée de représentation de son roman, Cette tendresse qu'on attend dans la nuit. Amis cagibistes, lisez-le. Mais revenons à nos ondes, car là, tout de suite, vous allez me dire, mais Mireille, qui sont donc nos invités, bon sang? Mais oui, qui sont donc nos invités, bon sang? Ah, ça va, j'y viens. Bonjour la charge mentale. Ah tiens, c'est rigolo. J'avais un doute et je suis allé vérifier avec mes yeux. Vous savez qui nous recevions il y a exactement 1 an, jour pour jour? Je vous le donne en 1000. Nous recevions Stéphanie et Isabelle, les brasseuses merveilleuses des ateliers Armalté. Et aujourd'hui, c'est un autre laboratoire apicole que nous avons le plaisir d'accueillir avec Corentine Baudran et François Lavorel, dit Boule, et qui viennent nous parler du rucher du Haras. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Rucher des Forges maintenant. Bonjour, c'est bien. Mais bon, pardonnez-moi, avant de vous donner la parole vraiment, Raphaël, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font de beau? Alors oui, je suis ravie, particulièrement ravie d'accueillir Corentine et François qui sont venus au micro de KGB pour nous parler d'un projet qui se situe au carrefour de nombreuses de nos préoccupations, une envie de transversalité pour des actions qui touchent à la fois l'environnement, le côté artistique, de culture et le social. Merci d'être venus ce soir. Donc on a toute l'émission pour bien comprendre ce qu'est le rucher, alors anciennement du Haras, aujourd'hui des Forges. Mais en une phrase, vous êtes en charge de quelle mission chacun au sein du rucher? Quels sont vos domaines d'expertise, François? Alors, donc les principales missions, c'est déjà de s'occuper de nos abeilles, parce qu'on a un cheptel de 8 ruches qui sont à disposition pour transmettre les pollinisateurs, la biodiversité. Donc on était installé au Haras depuis 2013 et puis là on a déménagé récemment. On est donc à Crangevrier sur les Forges. Et donc voilà, on va perdurer nos missions qu'on a commencées en 2013. Donc on a aussi une partie artistique qui fait partie intégrante de l'association Jardin Fabrique. Donc Corentine va vous en parler. Donc voilà, nos missions, c'est de recréer cette année, en 2022, des événements qu'on a déjà fait. On a une pratique maintenant qui est un petit peu reconnue. Donc on va aller dans différentes manifestations pour la biodiversité et surtout la transmission de ces insectes pollinisateurs qui sont très très importants. On en parlera plus en détail. Donc je vous présente Boule, apiculteur, amateur depuis 30 ans. Et voilà. Alors une petite précision, voilà, François Lavorel, on m'appelle Boule parce qu'en fait mon vrai métier, moi je ne suis pas apiculteur, je suis clown professionnel depuis 27 ans.
Donc voilà, je travaille dans les hôpitaux, je travaille aussi pour les comités d'entreprise. Et ce nom de Monsieur Boule, Boule, est resté. Voilà. C'est pour ça que tout le monde m'appelle Monsieur Boule. Corentine, toi, qu'est-ce que tu fais dans le rucher? Eh ben, dans le rucher, je suis arrivée il y a 6 ans et j'ai repris la partie programmation artistique, coordination du projet, puisque ce projet est né en 2013 sur initiative de l'école d'art. Oui. Et donc, a été une dynamique plutôt artistique. C'était une expérimentation d'agriculture urbaine au cœur du Haras, donc avec une brasserie de bière, une champignonnière et l'apiculture. Donc vraiment, on était un peu au top, j'ai envie de dire, de l'innovation. Il y a plus de... ça fait combien de temps? Attends. 10 ans, du coup. 10 ans. Ouais. 2013. 2013, qui est 9 ans. Bientôt 10 ans, alors. Ouais. Bientôt 10 ans. On Donc on était reparlera, innovant et vraiment performant du côté d'Annecy, mais bon, voilà, on a eu du mal à vendre notre... On reprendra un peu l'historique pour comprendre un peu mieux tout ça. Ouais. En attendant, on va demander à David s'il est prêt à nous faire rire à son tour avec tous ces jeux de mots. Ouh, la pression. Oui. Aïe! Bah oui, ça pique. Les cactus. David les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. C'est étonnant, non? Hey, salut les petits frontistes. Salut. Ah, et non. effrontés républicains. Salut. Comment vous vous sentez en ce début de deuxième quinquennat? On a la douce impression d'avoir sauvé le monde libéral en évitant le pire. C'est quand même dingue que ça donne pas meilleure conscience que ça, quand même. Hein. Bon, maintenant que c'est fait, va falloir se sortir les dards du cul et donner réellement notre avis sur les enjeux sociaux et écologiques. Oui, jeu de mots, ouais, je l'ai dit, ouais, on verra. Parce que faudrait voir à ne pas trop se faire d'illusions sur le changement de paradigme intellectuel qui semble prendre au corps chaque candidat, puis vainqueur pendant l'entre-deux tours et les semaines qui suivent la victoire. L'objectif demeurant pour lui ou elle, je sais pas si on peut dire l'UL, comme on dit IL, de toujours et encore réussir à nous faire boire leur nectar. Perso, j'ai tendance à me méfier de plus en plus des choses trop sucrées, et pas seulement parce que je porte une salopette et des rayures dans le mauvais sens, Obélix. Bref, notre renouveau roi de la ruche a enfin remis, allitération en re, la main sur sa conscience écolo, celle qu'il avait égarée, souviens-toi, il y a de ça bientôt 4 ans, en 2018, laissant ainsi Nicolas Hulot prendre la porte des Scampettes, dernier paratonnerre ou plutôt cache-misère de son gouvernement, tout droit sorti d'une mauvaise école de commerce. Attention, hein, qu'on soit bien clair. Il parle de conscience écologique. Et dans écologique, il y a logique. C'est fou parce que moi, j'ai l'impression qu'on entend surtout production, productivité, livraison, innovation, dématérialisation, avec des 5G, 6G, 7G, 8G autant qu'il en faudra. Elle est pas folle, la guêpe. Que des mots qui ont un impact environnemental caché. Pas comme ces zadistes écolos décroissants, dont pourtant seule la vision autoriserait un apithétique espoir d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Non, là... on est vraiment sur la conscience écolo, dite de la touillette en plastoc. Celle qui bourdonne plus à l'oreille des Bernard Arnault. Putain, même là, ça me fout un peu la gerbe. Et autres mais j'y arrive pas, quoi. On aurait dit un jeu de mots. Des Bernard Arnault et autres congénères zébrés et rayés qu'a des Aurélien Barraud. Piqûre de rappel oblige, peut-être redondante mais nécessaire, le dernier rapport du GIEC nous donne 3 ans pour faire marche arrière, mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles et parvenir à un réchauffement climatique soutenable. Au lieu de ça, le gonze fait le buzz. La main sur le cœur nous ressort qu'il a enfin compris. Comme pour tout le reste d'ailleurs, la santé, l'éducation et autres essences essentielles. Il t'enfume les plus de 60 piges, te caresse les accros au Nasdaq 40 et propose un ambitieux plan larvaire autour de construction d'EPR pour te survendre son indépendance énergétique. Alors moi, dans la vie, Mireille, je ne suis plus certain que de 2 choses. Que la Mirabelle, ça ne me réussit pas et qu'il faut écouter mon copain Tonio. Et ben hier soir, entre 2 Mirabelles, Tonio me disait justement que ce serait... écolo de construire des centrales quand l'uranium sera bio, local, et qu'on pourra le balancer au compost après. Au lieu de ça, on préfère laisser Areva changer de nom tous les 6 mois pour se racheter une bonne conscience et butiner allègrement dans la gelée. Bon, je crois que ça s'entend un poil. Depuis dimanche, ou même depuis le dimanche d'avant l'autre dimanche, j'avoue que j'ai un peu le bourdon. Je suis à 2 doigts de me faire un stock de boutanges d'hydromel et de rester planqué pendant les 5 prochaines années dans ma cave à Picole. Ah, bah ouais, mais tu me l'as niqué aussi. Je lis pas tes chroniques à l'avance. Super. Et puis, par moment... je sens un peu le venin qui monte, et avec l'envie de planter mon aiguillon ailleurs que dans les pâquerettes. Paraît-il qu'il y a bientôt des législatives, des 1er mai, des rues à reprendre et quelques coups de pied à envoyer dans la fourmilière. Alors, petit peuple du même essaim, réunissons-nous, sortons de nos alvéoles parce que l'option de survie c'est maintenant, et seulement maintenant, pas dans 10 ans.
Et dis-toi bien qu'en apiculture comme en révolution, l'important n'est pas seulement d'y penser, mais l'y faire. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot. Les cactus. Avec un joli t-shirt noir et jaune aussi. Il y a tout le style. Je ne sais pas si on me voit sur Facebook en direct, mais j'ai même un badge avec des abeilles et des rayures. Il y a écrit Be Happy. Il y a écrit Be Happy. Ouais. Oh, Une réaction sur cette chronique? Oui, tout à fait d'actualité. Là, hein. Donc c'est vrai que notre roi, bon, dans les rues, c'est plutôt une reine, mais enfin notre roi actuel a mis un grand pas là, sur l'écologie. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Il y en a bien besoin, surtout la filière apicole. Hein. Si on parle de la filière apicole, elle est en danger en France, hein, toute la France. Je veux juste vous donner un chiffre. Là. En 2021, la France a produit 40 000 tonnes de miel. Et l'année dernière, en 2021, la filière apicole a produit 8 000 tonnes de miel. Donc en 2020, on a 40 000 tonnes. Et en 2021, on a 8 000 tonnes. On divise par 5. Donc vous imaginez la porte ouverte à tous les achats du monde entier pour acheter toutes les cochonneries du monde. Du miel de sucre chinois. Voilà, avec des glucoses et compagnie. Donc voilà, il y a un étiquetage qui va se mettre en place par l'Europe aussi, qui va être très précis, parce que quand on achète un pot de miel, c'est pas très précis. Donc là, à partir du 1er juillet, quand vous allez acheter un pot de miel, il va y avoir la provenance, le pays, avec ça va devenir un peu plus drastique quand même, quoi. En fait, ça, c'est toujours les questions de fond. Ce qu'on s'interroge, c'est où l'écologie est pensée comme la première action pour transformer la ville. Donc, en fait, nous, c'est vrai qu'avec le rucher du Haras, c'est ce qu'on a essayé de défendre. Et comment, ici aussi à Annecy, on espère que petit à petit, ça va transformer nos espaces publics, mais en partant du faire et de l'écoute des vivants. Parce qu'en fait, on n'est pas seul humain à vivre dans ces villes, et comment on laisse la place aussi à d'autres. Ouais. Voilà. Donc Tu disais tout à l'heure que le rucher du Haras était au départ une œuvre d'art. Tout à fait. C'est ça qui avait été du coup commandé, ou en tout cas créé par Dorian de Goutte, si j'ai de bonnes informations. Et toi aussi, d'ailleurs. Hein? Voilà, donc avec Dorian, qui est un étudiant d'école d'art à l'époque, en 2013. Et quand Scène Nationale s'est installée dans le parc du Haras, ils ont fait un appel d'offres justement pour animer un peu ce parc qui était fermé depuis des années. L'historique du parc du Haras, ça a toujours été les haras de France. En fait, c'est militaire, c'est fermé. Inconnu du public, des Français, des Annéciens qui ne connaissaient pas. Et en 2013, les portes se sont ouvertes. Donc voilà, il y a eu un appel, et puis donc auprès de l'école d'art. Et Dorian, Inde, et puis Jérémy et Marion ont créé ces 4 pots différents de ruchers, de brasseries de bière, et puis aussi de champignonnières. Après, c'était dans le cadre d'une expérimentation artistique, et eux, ils en ont fait leur diplôme de l'école d'art. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, comment l'expérimentation fabrique l'espace public. Ouais. Donc, c'est une expérimentation qui peut aussi donner lieu, après, dans les prolongements, comme nous, avec le rucher, à transformer ou créer une singularité dans ces espaces et dans ces parcs. Mais donc, comment le rucher était une œuvre d'art, du coup ? Lui, si tu veux, cette installation, il l'a construite avec François, et pour lui, c'était vraiment un espace il a fait un film qui s'appelle Le Dimanche des abeilles, et qui a retracé un peu tout son processus créatif autour des essaimages, parce que vraiment, si tu veux, le rucher, c'est un croisement où l'apiculture sert de prétexte à la rencontre, parce que dès qu'il y a un essaimage, autour du mois de mai-juin, il y a un... Qu'est-ce que c'est un essaimage ? Boule. L'essaimage, c'est une crise du logement. On va passer à peu près de 20 000 abeilles début mi-mars, et puis arriver à ces époques-là, en ce moment, début mai, on va passer à 40, 50 000, 70 000 abeilles. Donc il y a aussi une surpopulation. Donc il y a la vieille reine qui va partir avec 30% de la population. Et c'est pour ça qu'on a ces abeilles qui sont là depuis 100 millions d'années. En fait, ce ne sont pas des sédentaires, ce sont des nomades, et qui, à travers ça, elles sont toujours là de nos jours. On peut les voir, quoi. C'est une vraie migration, c'est pas simplement une crise du logement, quoi. Elles peuvent aller loin, ces abeilles ? Comment ? Est-ce qu'elles peuvent partir loin ? Ah oui, en essaimage, on va quitter l'emplacement où on est. Alors, il faut savoir que les abeilles, le rôle des hommes, elles n'ont rien à fiche quelque part. Hein. Elles sont là depuis 100 millions d'années.
Donc nous, on les a apprivoisées, entre guillemets, parce que ça pique les abeilles, je peux vous le dire. Et donc du coup, plutôt, elles vivent dans les troncs d'arbres, sous des falaises, à l'abri des intempéries, et elles vont essaimer comme ça un petit peu partout. Donc du coup, elles peuvent faire des kilomètres, effectivement. Hein. Elles vont aller rechercher un habitat. Alors nous, les apiculteurs, on va installer une ruchette ou une petite ruche, et puis avec l'odorat, elles vont déménager, elles vont se trouver bien ici. Et du coup, elles vont venir s'installer dans un nouvel endroit. Quoi. Donc là, dans la démarche initiale, ça veut dire que vous avez proposé un logement, elles sont venues. Est-ce que ça marche comme ça tout le temps ? Est-ce que plus on leur donne de l'espace, plus elles le prennent ? On aimerait bien que ça marche tout le temps. Hein. Ouais, ça serait bien. Mais là, par exemple, j'ai installé avant-hier 2 petites ruchettes dans le rucher. Elles ne sont pas allées dans les ruchettes, elles sont parties chez le voisin ou à d'autres endroits. Quoi. Donc voilà, il y a un petit peu comme les prises de marine. Hein, quand on trouve un bateau, on s'accapare. Donc c'est ça, hein, quand un apiculteur trouve un essaim, s'il est le premier sur le site, hop, il est à lui. Donc il y a une rivalité, mais ça permet aussi de ne pas faire de dispute. On rencontre d'autres apiculteurs en échange. Bon, des fois, ça grince un peu des dents, c'est sûr. C'est difficile de contrôler à qui appartiennent cette abeille, celle-là. Voilà, il y a une petite anecdote. On tape avec une casserole, un objet métallique sur un autre objet métallique. Et en fait, ce son-là, on dit que ça attire les abeilles, ça les incite à se poser. Mais c'est surtout pour prévenir le gars d'à côté qu'on est arrivé avant lui, bing, bing, bing. Okay. Ça sert surtout à ça. Et je l'ai fait hier à Novelle, quoi. J'ai expliqué l'histoire. Donc vous êtes arrivé en 2013 au Haras d'Annecy. Tout à fait. Comment ça s'est pérennisé du coup ? C'était censé être une expérimentation temporaire ? Oui, complètement, parce que en fait, une fois que les élèves de l'ESA, c'est ça, ont fait leur diplôme, hein, donc en 2015, ils ont fini en 2014, hein, ils ont fini leur diplôme, ils l'ont réussi. Hein, les jurys sont venus de Paris, ils sont arrivés au parc du Haras, ils étaient complètement descendus du train. Hein, ouais. Avec un rucher, une champignonnière, de la bière, ils étaient complètement hallucinés. Ils ont tous eu leur diplôme avec une mention super bien. C'était quoi comme champignon ? Non, c'était des pleurotes. D'accord. Ouais, dans un espace artistique fermé, avec une lumière noire sur des bâches noires. Et on sait que la pleurote, c'est un champignon qui est très très blanc. Hein. Donc c'était vraiment, ça faisait discothèque. Hein. Quand on regardait, ils avaient fait des trous dans la porte pour visualiser la champignonnière. C'était, hallucinogène, carrément. Et ensuite, donc, ils ont fini leur diplôme et resté le rucher. Parce que les abeilles, on les déplace pas comme ça. Ouais. Donc, on a eu un contact avec la ville. Tu prends la suite parce que moi, si vas-y, Coco. Vas-y, Coco. Non, mais tu parles bien, je t'écoute, c'est formidable. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette expérience, suite au diplôme d'art, il y a une prolongation sur le fait que les artistes puissent expérimenter, continuer à produire aussi, parce qu'il y a eu des productions artistiques, notamment, il y a Jordi Colomer, qui est un artiste international, qui a fait un projet qui s'appelle X-Ville. C'est un film sur la question de la ville utopique qui a été filmé dans le Haras. Il y a eu plein d'installations dans le parc. En fait, donc il y a eu quelque part une commande, et c'est là où l'association Jardin Fabrique est née. C'est pour prolonger un peu ce travail artistique et animer le parc. De fil en aiguille, quand je suis arrivée en 2015, après, les artistes voulaient partir sur d'autres aventures, ou voilà. Donc on est reparti sur un autre format, où moi je suis arrivée plus en tant que programmatrice artistique et pas en tant qu'artiste expérimentatrice, quoique aujourd'hui peut-être ça va changer. Voilà. On en reparlera de ton rôle plus précisément. Menina, yo soy menino de la, ella es mi amor, yo soy amor sentido de la, silver moon is out of sight, and the golden sun has come. A beautiful new day is born, scented like joy, as I fell asleep and woke thinking of her. Pues ella es mi menina, ya soy menino de la, ella es mi amor.
l'amour. Io sono amortino della mia manina, mia manina, mia manina. C'est en 2002 que sortait Aminia Menina, premier single et premier buzz dans le Bees pour The Bees. Et première vanne douteuse de ma part aussi ce soir. Et je l'ai écrite celle-là, hein, c'est un running gag pour moi. C'est une trouver une que j'ai pas faite. Ouais. Enfin. The Bees, donc un groupe de potes qui bricolent depuis leur île anglaise de White, une pop folk parfaite à se mettre au creux de l'oreille dans cette période printanière. Voilà. Et le thème musical du jour donc tournera autour du monde des abeilles, du miel, des apiculteurs et autres ruches. Voilà. Donc t'étais pas très chaud sur ta transition musicale là. Ouais, ouais. Tu reviens de vacances ou quoi? Non, mais par contre ça part. Hein. Ouais. Ça l'arsène un peu. Allez, on va régler ça. Ah là c'est mieux. C'était espagnol le titre? D'après les paroles, je pense que c'était plus portugais qu'espagnol. Ah bah non. Ouais. Mais le groupe est anglais. Non, c'était avec l'accent, j'ai pas reconnu. Et moi, sans l'accent, j'ai pas reconnu non plus. D'accord. Bon, et dans l'absence de Jacques, il nous a quand même envoyé un petit message de ses pérégrinations internationales. Et je vous propose qu'on l'écoute maintenant, son petit hommage. Solennellement. Les histoires que tu lis sont sans danger. Et pas celles de votre livre? Jacques! Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de Crime et Châtiment? Ce n'est qu'une histoire! Ce n'est pas vrai! Camarades, cagibistes. Moi, j'aime bien Mireille Mathieu parce qu'avec sa coupe de cheveux, je trouve qu'elle a une tête de bite. Voilà. Ce ne sont pas les mots les plus poétiques du grand Arnaud, quoique, lui qui ne voulait pas être grand, mais ce sont ceux avec lesquels je vous annonce aujourd'hui que je ne vais pas vous parler d'un livre, mais d'un chanteur, harmoniciste, parolier, interprète, cuisinier de Marvin Gaye, un personnage hors norme. Putain, Arnaud. J'ai d'abord imaginé vous parler de son parcours de vie commencé à Ostende et qui s'achève sur un dernier album si bien nommé « Vivre ». Mais Arnaud, ce n'est pas un parcours de vie, Arnaud, c'est de l'émotion, de la maladresse, de la vulgarité, du rock, un compagnon des nuits sans sommeil et des ivresses joyeuses. C'est celui qui te fait chanter à tue-tête quand ton frigo est vide et que tu es dans la dèche. La vie est belle, chic et pas chère. C'est juste pour moi un poète, un homme qui sait déplier dans les mots le froissé de la vie, le froissé de l'amour. Tu vois le bazar. Camarade, je ne suis pas avec vous aujourd'hui, mais putain, comme j'aimerais trinquer avec vous, à la tendresse de cet homme, à sa délicatesse bourrue, trinquer et encore jusqu'à ce que les larmes deviennent des rires et qu'au cœur de l'ivresse nous ayons envie de nager, encore une fois, avec toi. Nager dans ces putains d'étoiles brisées entre nos pieds sur les pavés, et ma poésie est pauvre parce que je suis triste et pas assez ivre, alors je regarde des photos de Mireille Mathieu pour l'aimer comme toi, parce qu'elle a une tête de bite. Tu vois le bazar. Tu vois, quand j'essaye maladroitement de parler de livres, de ce que ça fait dans la poitrine, de ce que ça fait dans la nuit, de cette foutue pulsation du cœur que ça provoque, du feu que ça donne envie de foutre et des bras dans lesquels ça te donne envie de tomber, eh ben, c'est comme quand tu chantes dans les yeux de ma mère. Arnaud, tu es de la littérature nourrie au rock, à la java et au bleu écorché des plages du Nord, comme la langue, les mots, les notes s'écorcheront toujours dans ta bouche. La littérature et l'amour, c'est peut-être bien ça, des mots qu'on écorche, une langue qu'on écorche parce que des mots indemnes, des mots bien lisses et polis ne pourront jamais dire tout le bazar de la vie, tout le bazar du silence. Putain. Arnaud, qui c'est qui va me faire chialer et dans le même temps me tendre les bras pour me faire un câlin?
Qui c'est qui va renverser ma bière et en recommander 2 pour remplacer? Qui c'est qui va me faire rire et me confier qu'il est amoureux dans un même élan de vie? Qui c'est maintenant qui va pouvoir me faire rester debout après ces putains d'élections en me collant dans la tête cette ritournelle? Les méchants, c'est pas nous. Les méchants, c'est pas nous. Les méchants, putain, on fera avec tes chansons, mais comme ta silhouette trempée d'amour et d'alcool va me manquer. Putain, c'est dur de perdre un compagnon de route. On croit toujours que ça va pas nous fracasser parce qu'on n'était pas intime, mais c'est ça le pouvoir des mots et des notes, c'est ça le pouvoir de l'art. C'est que tes chansons, tes mots et Mireille Mathieu avec sa tête de bite sont devenus des amis intimes, de ceux qui te font vivre plus grand, plus debout. Merci l'ami, merci et bravo. Tu vois le bazar dans lequel tu nous laisses? Ce putain de bazar, ça s'appelle vivre. Comme tu disais, je veux vivre dans un monde où Dieu, il est amoureux. Je veux vivre dans un monde sans chichi et où les cons font pas de bruit. Je veux voler très haut, libre, comme un poisson dans l'eau. Et dans ma bouche, pas de mots. Je suis un homme libre. C'est un livre. Assez suffit, terminé. Bon, on va dire merci Jacques. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Mireille? Je disais, t'as vu, il n'y a pas de jeu de mots dans sa chronique. Non, il n'y a pas de jeu de mots, mais je ne trouve pas terrible sa chronique. Les absents ont toujours tort, hein, t'as vu ça? J'ai quand même une question pour Boule et Corentine. Là, après la chronique de Jacques, vos réactions par rapport à Mireille Mathieu? Moi, je trouve que c'est un bel hommage à Arnaud. Hein. Ah, pardon. Oui, par rapport à Arnaud. Oui, excusez-moi. Parce que là, ouais, vraiment. Voilà, un grand artiste nous a quittés là. Ouais, Mireille Mathieu, je suis pas très fan. Non, mais c'était pas une vraie question. Non, on va revenir au hara plutôt. On va revenir au rucher, décidément. Oui. Pour moi, le rucher, c'est le hara, mais en fait, pas plus. Voilà, plus. Hein? Mais c'était juste pour continuer un petit peu le cheminement de l'historique. Oui. En fait, quand les élèves de l'école d'art sont partis, on était face à la mairie qui nous ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait des ruches? Donc les ruches étaient dans ce parc. Il y avait tout un monde qui s'était créé autour de ça pour le public justement. Donc ils nous ont demandé si on pouvait rester. Donc on a continué avec la mairie d'Annecy jusqu'à en 2021, en 2020. Puis on devait finir. On a refait encore une saison 2021. Donc voilà, là ça nous a permis de travailler notre terreau de ce qu'on sait faire maintenant. Hein, donc on est quand même reconnu. On a édité des petites des cartes qui parlent des abeilles et des pollinisateurs sauvages, et ça a été reconnu aussi par le Muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, on a quand même travaillé depuis des années sur les pollinisateurs autres que les abeilles. Hein, on a estimé à 38% le travail des abeilles Apis mellifera mellifera des ruches, l'abeille domestique entre guillemets, mais tout le reste ce sont le travail des pollinisateurs sauvages qui sont dans nos villes, qui sont sous nos tables de jardin, qui sont là, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Donc là, vous avez édité les 3 manuels de vagabondage autour des plantes mellifères, c'est ça? Donc édition 2018, 2019 et 2020? Tout à fait. Alors le premier s'est intéressé plutôt à Apis citadina. C'est un manuel d'arpentage qui est d'ailleurs situé. Hein, il y a une cartographie sensible qui est plutôt à l'échelle de la vieille ville d'Annecy. Donc l'idée c'était plutôt de sensibiliser justement aux abeilles sauvages, où est-ce qu'elles se nichent, où est-ce qu'elles trouvent des ressources en ville. Donc ça on l'a réalisé, toutes nos éditions sont faites, en fait notre projet est transversal, donc c'est en pluridisciplinarité avec une artiste, Marie Bondy, des entomologistes, hein, parce que nous on n'est pas spécialiste de tout, donc l'idée c'est plutôt de former une équipe et qui va composer collectivement un objet. Donc c'est un objet qui est nourri de l'ensemble de ces regards, et on invite surtout, nous ce qu'on aime avec Boule, je pense qu'on se rejoint là-dessus, c'est la question du récit, parce que tout ce qui nous relie à nous tous, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter, où est-ce qu'on a envie d'aller, et donc c'est à travers un récit sur une nouvelle manière aussi de regarder notre ville à travers d'autres vivants que sont les abeilles sauvages, puis les pollinisateurs, les colporteurs de pollen, et enfin là où ils trouvent des ressources avec les esquisses mellifères, qu'on aborde aussi la question de la ville et de la fabrique de la ville.
de l'espace public et où est-ce qu'on considère à un moment donné, c'est la question de considération des invisibles. Et c'est magnifiquement illustré, hein. Franchement. Greg. Moi, du coup, vous parlez d'abeilles sauvages et ça me fait penser que j'ai appris donc cette semaine qu'il y avait plus de 20 000 sortes d'abeilles différentes dans le monde et 2000 en Europe ou Monsieur en France. s'est renseigné. Ouais, j'ai un peu bossé. Ouais, Et je voulais savoir combien de sortes, en fait, on a, entre guillemets, comme tu l'as si bien tout à l'heure, apprivoisées, qu'on a dans nos ruches par rapport à celles qui vagabondent et vivent leur vie ailleurs. Alors, il n'y a qu'une abeille qui est ce qu'on appelle œsosociale. C'est l'abeille à miel, l'abeille Apis mellifera mellifera, qui est l'abeille qui donne le miel, puisqu'elle vit en communauté, et elle va fabriquer ce miel pendant les saisons d'été, les belles saisons, pour qu'elle puisse se nourrir l'hiver. Donc ce sont des sociétés pérennes. Les autres abeilles, elles sont des abeilles solitaires. Alors il y a des petites communautés comme les bourdons, les bombus, vous savez, les bourdons jaunes et noirs qu'on connaît tous. Effectivement, il y a 20 000 espèces d'abeilles sur la planète. En Europe, en France, on a à peu près 1000 à 1200 espèces différentes. Et ces abeilles-là vivent solitaires. Donc elles vont avoir une vie complètement solitaire. Elles vont chercher dans un mur. Et là, par exemple, sur ce fascicule-là, on a un petit dessin qui représente la façade du palais de justice d'Annecy. Et donc, je crois que vous le connaissez tous, c'est en bas-relief. Il y a le même à Bonlieu. Et en fait, c'est le plus grand hôtel à insectes de la région, parce qu'à l'intérieur, les petites Osmia cornuta, qui est une petite abeille rousse que vous avez sûrement vue, va nidifier à l'intérieur de ces bas-reliefs. Et donc voilà, alors j'ai surtout dit aux agents de technique, pas de Karcher, passez pas le Karcher, laissez-les vivre. Et ça, ce sont des abeilles, vous allez les retrouver chez vous, elles sont dans les fenêtres, des fois, elles utilisent un trou déjà existant. Elles vont pas vous défoncer votre maison, ne vous inquiétez pas. Elles vont utiliser un espace qui est déjà prêt, quoi. Donc voilà, toutes ces abeilles-là, alors il y a les petits bourdons, eux, ils vivent dans la terre. 85% des abeilles solitaires sauvages sont terricoles. Elles vivent dans la terre. Donc là, maintenant, ces petits bourdons, ils en font partie. Et c'est pour ça qu'on a un gros enjeu aussi sur la question des pratiques, des gestions d'espace public auprès des agents, des services. Notamment, nous, on accompagne les agents services paysage et biodiversité plus autour d'une pratique apicole, puisqu'ils ont maintenant combien de ruchers? Attends, 5 Il y a 4 ruchers différents. 4 ruchers différents. Et ils gèrent à peu près une quinzaine de ruches sur 4 spots différents qui sont dans des quartiers, qui sont autour de jardins partagés de quartiers. Pour ceux, ouais. Alors il y a la Pérolière, il y a Novelle, il y a Pringy, il y a le centre horticole aussi, où là il y a des animatrices qui proposent des animations autour de l'abeille. D'accord. Et puis les bonnes pratiques de fauche tardive, éviter de faire des fauches en ce moment, c'est dramatique de faucher parce que la tondeuse alpage, je ne vous raconte pas la bouillie que ça fait avec tous ces insectes-là, mais pas que nos abeilles, il y a tous ces petits insectes. La plupart des abeilles solitaires sauvages, elles sont minuscules, on ne les voit même pas. C'est pour ça qu'elles ne sont pas connues du public. Donc voilà, il y a des pratiques pour comprendre et voir ces insectes-là. C'est ce qu'on explique dans ce fascicule. Et ça fait partie de vos missions aussi de sensibiliser. De sensibiliser, de vulgariser les problématiques qui peuvent être un peu compliquées. C'est la mission qu'on s'est donnée. Ouais, tout à fait. Après, en fait, ce qui est intéressant dans le rucher et notre histoire aussi, c'est que c'est très empirique. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux situations et aux questions du moment qui nous traversent. Donc à chaque fois, c'est pour ça que je parle de récit. C'est-à-dire qu'on devait quitter le parc du Haras et d'un coup, on s'est mis aussi, en s'intéressant aux abeilles sauvages, aussi à migrer dans la ville. Et donc c'est une double histoire qui s'écrit, à la fois liée à une raison scientifique et aussi, nous aussi, notre histoire propre. Voilà la rencontre des personnes, justement. Vous êtes tous aussi des ambassadeurs de ces abeilles-là. À partir du moment où on va prendre conscience que cette petite abeille qui vous a en dérangeant, en disant mais qu'est-ce qu'elle fait là sous la chaise dans mon jardin et tout, là déjà vous avez déjà fait un pas pour comprendre. Et après c'est facile de se documenter. Maintenant on a des moyens pour se documenter par Internet, pour prendre une photo, savoir qu'est-ce que c'est comme abeille, avoir son comportement, son habitat, ainsi de suite. Donc voilà. Et puis il y a ces rencontres avec le public qui est absolument génial. On a organisé des promenades dans la ville avec 15-20 personnes à aller justement voir la façade du palais de justice, le marchand de glace qui avait enlevé comment on appelle ça, son panneau publicitaire, puis il y avait les trous, les chevilles, hop, il y avait des abeilles dedans. Tu vois, Vous avez entendu, auditeurs de KGB et
public du Bistrot des Tilleuls. Pas de C'est Karcher. votre mission. Mais oui, Pardon, excusez-moi. Ouais, non, Et pas de coupe. excuse-moi, je suis dans On n'a pas les l'actualité. mêmes, Voilà, très Je bien. veux juste rappelez-vous de ce chiffre. Hein. Il y a 38% de la pollinisation qui se fait par nos abeilles des ruches, mais tout le reste, c'est ces abeilles qui sont chez vous. Vous êtes des apiculteurs sans le savoir quelque part. Voilà. Donc, ô combien intéressant de mettre de la facélie, de la bourrage dans son jardin, de la lavande, pour leur donner à manger. Et puis en plus, si vous êtes bricoleur, vous faites un petit hôtel à insectes. Voilà, c'est plus intéressant que de Si prendre vous une n'êtes ruche, pas hein. bricoleur, vous faites un tas de sable, Ouais. ça suffit bien Voilà, largement. Avec trois bouts de vois, bambou et un pot de terre, et voilà quoi. Tu vois, Greg, c'est exactement ce que je te disais juste avant l'émission. C'est ça. Tu regrettes pas trop de ne pas avoir mis les inconnus finalement dans la musique? Non, j'ai pas. Mais j'ai tellement de choses que j'aurais pu mettre. Ah mon Dieu. J'ai failli mettre du Bachung avec l'apiculteur, j'ai failli mettre Queen Bee, Beyoncé, puis je me suis retenu. Et puis, enfin voilà, en plein de choses. J'avais pensé à Be Happy. Oui. Ouais, forcément. Et du allez, coup, Greg. et bah, du coup, on va avoir The Hives. Ah oui. The Hives, donc, c'est les ruches en français dans le texte. Le groupe de scène imparable qu'on aura d'ailleurs la chance de voir le 1er juillet gratuitement à Sionzier. Bon Donc, sang. Sionzier, c'est dans la vallée de l'Arve, hein, en Haute-Savoie, pour ceux qui nous écoutent de plus loin. Grâce au retour du festival Musique en Stock. Et donc, pour vous donner envie d'aller voir tout ça, je voulais choisir un titre bien efficace, bien garage, comme ils savent les faire. Here we go again. I need a lighted scene, but every other scene, I start spelling out a word that none of us has ever heard. $40 today, I get a new life tomorrow. Little product to get inside at the moment to start. Take things one at a time, one and then some more. I use a piece of faith from the almighty pen. Here we go again. A voice inside of me says it's a fiction thing. I come and work up for you. I better try something new. $20 today, I get a new life tomorrow. New product to get inside at the moment to start. Take this one and that one and then some more. I use a piece of faith from the almighty pen. Yes, I decide, yes, Jen. Wanna receive again. I believe that word. My inner voice is never left unheard. $40 today, I get a new life tomorrow. New product to get inside at the moment to sorrow. Take this one and that one and then some more. Use a piece of faith with the almighty pen. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Yes. Mireille, Allez. ça va? Ouais. De quel film vas-tu nous parler? Plein de films. Plein? Ouais, plein de films. Mais Est-ce que ça aura un goût de miel? Vous verrez. Allez, jingle. Jingle. J'hallucine. Moi, j'avoue que j'hallucine. J'hallucine, je crains. Ce soir au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Salut les amis. Oh, je suis tellement heureux d'être encore parmi vous aujourd'hui. T'as remarqué? Je fais comme si on s'était pas encore vu pour cette chronique isolée alors qu'en réalité j'étais là depuis le début et qu'on arrive doucement à la fin de l'émission. Ça me permet de valoriser mon alter ego, Mireille, et de rebooster le côté jubilatoire de ce programme qui fait que tant de gens nous écoutent. Bon, du coup, de quoi vais-je bien pouvoir vous parler aujourd'hui? Alors oui, c'est bien, j'en vois qui sortent des stylos. Vous avez bien raison, car ça va aller très vite et je vais dire plein de choses. Mais vous savez que vous pouvez nous retrouver sur la FM et sur Mixcloud et Deezer et Spotify si jamais vous n'avez pas le temps de noter. Alors, je ne vais pas vous parler de Candyman, le croque-mitaine aux abeilles qu'on doit invoquer en répétant son nom devant un miroir. Candyman, Candyman, Candyman. Non, là, c'est bon, j'ai déjà donné avec les prods de films d'horreur des années 90 lors de la dernière émission. Aujourd'hui,
je tenais à remonter un peu le niveau tout en restant gaulerie. Et puis, paf, Jacques Perrin est mort. Oh, Arnaud, Jacques Perrin. La semaine dernière, avant les résultats des élections. Quelle veine. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais Jacques Perrin, qui n'est pas de la famille de Yannick Perrin, ni de Jacques Housset d'ailleurs, Jacques Perrin n'est pas seulement le Maxence des Demoiselles de Rochefort. Non. Il est aussi le producteur de Microcosmos. Ce qui nous ramène à nos moutons, enfin à nos abeilles. Puisque ce film a mis un gros coup de projecteur sur le monde des petites bêtes. Enfin, pas trop gros le coup de projecteur, parce qu'on connaît l'engouement des insectes à aller se cramer, tels des mini-icars, sur des feux de la rampe et autres luminaires moins prestigieux. Du coup, je vais pas vous parler de ça non plus. Non. Ça va ? Vous suivez toujours ceux qui notent ? Non. Du coup, je vais vous parler d'une expérience. D'un homme qui a filmé l'humanité comme on filmerait une ruche. Un film dont les amateurs de musique sérielle connaissent la bande originale par cœur. Vous l'aurez deviné. Ou pas. Je veux évidemment parler de Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi. C'est bon ? Vous avez noté ? On a noté. Koyaanisqatsi est le premier film d'une trilogie réalisée par Godfrey Reggio, qui nous propose d'observer le monde d'un œil nouveau. Reggio, après 14 ans de séminaire dédiés aux jeunes, et à la prière, ouais c'est ça, se consacre entre 1975 et 1982 à la réalisation de ce premier volet. Ce film, qui semble au premier abord n'être qu'une succession de tableaux, sans commentaire, accompagné de la magnifique musique, partition de Philip Glass, est en réalité une analyse fine du fourmillement de cette société de consommation, dans un environnement en constante mutation. Et Reggio est suffisamment intelligent pour laisser le soin au spectateur de tirer ses propres conclusions de ce spectacle impressionnant. Le film aura donc 2 suites, Powakatsi, que je ne vous appellerai pas, et Nakoyakatsi, non plus, sortis respectivement en 88 et 2002, qui proposent 2 axes différents, toujours sur le même modèle narratif. Le seul commentaire réellement explicite du film de Reggio est l'explication du titre, Koyaanisqatsi, à la toute fin du film. Koyaanisqatsi, en langage Hopi, groupe amérindien d'Amérique du Nord, qui veut dire littéralement « peuple de la paix ». Donc, Koyaanisqatsi, disais-je, signifie « vie de folie », en ébullition, déséquilibrée, qui se désintègre. Une existence qui invite un autre mode de vie. Car selon une autre prophétie Hopi, si l'on extrait des choses précieuses de la terre, on invite le désastre. Et puisque je ne peux pas vous laisser sur ces notes de joie et d'optimisme, je vais laisser le dernier mot de cette chronique à un autre Perrin, certainement quelqu'un de la famille. Salut. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle ? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi ? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Et vous vous enfoncez sans réagir ? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans le sable mouvant. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Oh mon Dieu! Oh la métaphore. Merci Mireille. Je vais pas ressortir le titre parce que je l'ai déjà zappé. Koyaanisqatsi. Oh, pas mal. Mais pas les 2 autres. Et je voulais savoir si vous, nos invités, là, vous avez déjà entendu parler de ce film, déjà vu ce film ou pas du tout. Non, personnellement non. Boule. Moi non plus, je l'ai pas vu. Oh, regardez-le. Ça donne envie. La chronique a marché. J'ai pas de stylo, j'ai pas marqué, mais je vais le. On va noter, tu vas nous noter ça. Koyaanisqatsi. Exactement. Facilement. Ah, c'est magnifique. Et ça va en rapport avec les Indiens d'Amérique du Nord, tu parlais à un moment donné, non ? Oui, c'est le titre est un terme Hopi. Ok, moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand les colons sont arrivés à la conquête de l'Ouest, Apis mellifera, l'abeille mellifère qu'on connaît, n'existait pas en Amérique, sur le continent américain, n'existait pas. Donc ils ont amené avec eux leur colonie d'Apis mellifera. Et en fait, quand elles essaimaient, on en a parlé d'essaimage tout à l'heure, il se passait un phénomène, c'est que les Indiens savaient que quand ils voyaient la mouche des Blancs, ils l'appelaient la mouche des Blancs, les Blancs allaient arriver 2 ans après. Donc par l'intermédiaire de la migration des abeilles sociales des Blancs, ils savaient qu'ils allaient arriver sur leur territoire. Moi je trouve cette histoire assez extraordinaire. Ça veut dire qu'ils avaient des ruches sur les bateaux ? Oui, bien sûr, ils emmenaient leur colonie. Ouais. Et ils emmenaient les colonies avec suffisamment de choses pour les nourrir. Exactement. Ouais. Ils les mettaient dans des conditions de voyage pendant quelques temps. Génial. Et elles se déplaçaient comme ça.
Coco, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste qu'il y a certains papillons quand même traversent l'océan. Donc bon, ils font la transat largement en se posant sur quelques maps peut-être. Moi je l'ai vu, cette histoire. Donc voilà. Mais ils font pas du bon miel. Un papillon, ouais. Non, c'est vrai que je le raconte vite fait. On traversait de l'Atlantique. J'étais à la barre au milieu de l'Atlantique carrément, et j'ai vu un papillon se poser sur la baume du bateau. Je dis, mais attends, c'est pas possible, j'ai appelé capitaine, j'ai rien vu, je vous promets. Hein. Et il m'a dit, mais non, François, c'est normal. Hein. En fait, ils partent avec les alizés, en fait. Hein. Quand il y a un énorme cyclone, par exemple aux Antilles, toute l'entomofaune est complètement décimée, mais ça va revenir avec les alizés et ça va se repeupler comme ça. Après l'histoire de Saint-Martin, c'est en train de se repeupler. Ils n'avaient plus de papillons, il n'y avait plus rien là-bas. Et ça se repeuple petit à petit, quoi. Donc voilà, c'était normal. J'ai trouvé ça, mais un petit Savoyard au milieu de l'Atlantique, de la Clusaz, c'était bizarre de voir ça. Quoi. Mais le monde des insectes n'a pas fini de nous surprendre, je pense. Ouais. On va revenir un peu, on est là quand même pour parler du Hara. On peut parler peut-être un petit peu de ce déménagement qui a eu lieu du coup en 2020-2021. Vous avez donc quitté le Hara, donc le centre-ville d'Annecy, parce que on a plus envie. On est parti, on a fêté ça, on a dansé, on a fait des célébrations collectives, on a fait une procession, on a légué aussi des ruches, on a fait une transmission. Une qui est repartie à l'école d'art, donc pour reboucler la boucle. Parfait. Une qui est partie à la ferme de Chazal parce que c'est des copains qui font aussi de l'artistique et avec la question du vivant au cœur. Et puis une aussi qui est partie au centre horticole auprès du service paysager biodiversité, qui sont nos collaborateurs, etc. Donc l'idée, c'était d'arriver à transmettre, parce qu'on ne savait pas trop où on allait aller, parce qu'on n'avait pas de pistes, de nouveaux lieux d'installation. Et donc, quand même, dans ce Hara, il y a eu des belles rencontres, notamment avec d'autres associations qui étaient acteurs dans le lieu, notamment Image Passage et notamment aussi Harmonie Saveur, avec qui on a apporté là un projet de tiers-lieu. Et donc, naturellement, on a trouvé un lieu ressource pour s'installer ensemble qui s'appelle les Forges de Cran-Gevrier. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve tous dans un lieu qui s'appelle La Ronde, le tiers-lieu de La Ronde. Voilà. Donc, on est installé dans les Forges depuis décembre 2021. Qu'est-ce que ça change ? Beaucoup de choses, parce que c'est un lieu privé. Donc, ce n'est pas un espace public aujourd'hui ouvert à tous. On a un loyer. Il faut payer le loyer maintenant. C'est quand même important, ouais. C'est quand même important. Avant, on était logé par la ville d'Annecy. Maintenant, il faut payer notre loyer. On profitait du parc, etc. Il faut payer en miel. C'est les abeilles qui payent. Elles vont nous aider. Elles vont nous aider. On les remercie, parce qu'elles vont nous aider. Voilà, en espérant une bonne production de miel pour l'année 2022, elles vont nous aider, j'espère. Mais en tout cas, oui, ça change beaucoup de choses par rapport au projet et notre manière de le développer, notamment penser, au niveau des actions de transmission qu'on faisait tous les jeudis d'été du Rucher. Tous les jeudis, il y avait une proposition d'accueillir de manière libre une visite du Rucher. Et là, à partir de cette année, on va plutôt être sur les différents ruchers de la ville. On a proposé de le faire en allant plus à la rencontre des citoyens. En fait, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire qu'on va être au plus près des jardins partagés, au plus près des nouveaux ruchers de la ville. Donc, voilà, ça se fait en fait de manière assez naturelle. Et c'est chouette dans la manière aussi d'aller plus au cœur des quartiers. Donc ça va être les ruchers du quartier. Voilà, Ouais, le format va être le même, c'est-à-dire que autour de ces ruchers de quartier, nous on va aller à leur rencontre, alors qu'avant c'était le public qui venait de rencontre au Hara parce que ce parc est absolument merveilleux. Et maintenant, il y a des endroits où ils ont créé justement, la ville a créé ces petits spots. En fait, c'est une espèce de yourte en bois avec des petits hexagones vitrés pour les enfants, puis pour les adultes, pour regarder les 2 ou 3 ruches qui sont à l'intérieur. Et c'est toujours à côté d'un jardin partagé. Donc on va créer des événements pour dire aux gens, voilà, venez, on a des contacts pour les gens de quartier qui vont être référents pour la com un petit peu. Et puis on va faire ça sur les jeudis, juillet, août. On a du matériel, c'est-à-dire qu'on peut équiper les gens avec les visiteurs avec une vareuse pour enfants et adultes. Et on peut aller auprès des abeilles et regarder là la planche d'envol, toutes les abeilles qui passent devant notre nez. Donc c'est, voilà, on a rentré en 15 ans,
Depuis 2013, on a dû rentrer, je sais pas, 3-4 000 personnes dans notre rucher. Il y a des gens qui avaient des phobies d'abeilles. On leur a dit non, vous allez voir, pas de problème. Il y a on est arrivé à les emmener tout près des abeilles. Ils ont dit bah, merci, super, j'ai plus peur. Donc voilà, c'est une approche de mise en confiance avec du matériel. Et voilà, puis nos abeilles, on les connaît, quoi. Vous travaillez avec les écoles aussi ? Oui, justement, on a aussi donc on a un format où il y a une exposition dans l'école, dans la classe, où je vais pendant 1 heure avec du matériel pédagogique, avec une ruche non pas vitrée parce qu'on ne peut plus amener des abeilles maintenant vivantes, mais on a une ruche et il y a des cadres dedans avec des photos, il y a de la cire, il y a de la propolis, il y a du miel. On ne leur fait pas goûter parce qu'on ne peut pas non plus, mais il y a le toucher, le sentir de cette matière extraordinaire qu'on retrouve dans les ruches. Et donc du coup, après, les maîtresses amènent les enfants sur place au rucher. Et là, on les équipe, c'est trop mignon avec leurs petites vareuses. On en prend 7-8 à la fois. Ouais. Quels vont être les temps forts alors de cet été ? Est-ce qu'il y a vraiment des rendez-vous à pas manquer déjà ? Les temps forts, c'est toujours la miel et public, donc qui est autour mi-juillet, le 16 juillet. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'on va le faire dans les forges. Ouais. Donc aujourd'hui, on espère que le lieu sera ouvert, qu'on pourra le faire un peu facilement. On va juste préciser la mielée, en fait, c'est le moment où on va extraire le miel. C'est l'extraction du miel. Donc nous, en amont, les apiculteurs, on va dans les ruches, on va ressortir l'après-midi les cadres, peut-être avec des élèves à nous, mais pas avec le public. Par contre, le soir, on va publiquement montrer les gestes de manière à comprendre comment le pot de miel qui est sur votre table, comment il est arrivé. Donc le public va désoperculer la petite opercule. Ensuite, on va mettre ça dans l'extracteur. Les gens vont tourner la manivelle. Alors ça plaît aux enfants, évidemment. Donc là, on va comprendre tous ces gestes-là. Excuse-moi, c'était juste pour préciser ce que c'est que la mielée. C'était important. Et ça va être le 16 juillet, on va faire cet événement-là. Et ça nous a toujours tenu à cœur de faire participer justement pour la transmission, la compréhension de ce monde extraordinaire. Juste un petit mot, moi j'adore les chiffres. Pour qu'une colonie d'abeilles de 50 000 abeilles fabrique 1 kilo de miel, elles vont aller visiter 3 millions de fleurs et faire 500 000 voyages depuis la ruche. Donc vous imaginez, quand vous mangez une cuillère à café de miel, le travail que ça représente pour une colonie d'abeilles. Ça impose le respect complet. Donc c'est à travers ces gestes-là, parce que là on a le miel qui coule à flot, et j'explique ce qui se passe. Et là... Boule, toi qui aimes les chiffres, je te propose le numéro 3, c'est-à-dire le 3e morceau de musique qu'on va écouter. Transition. Et waouh, magnifique transition. Et donc, oui, 3e et dernier titre de cette playlist spéciale Hyménoptère, avec un titre tout nouveau, tout beau, puisqu'il n'a même pas 15 jours. C'est Beeswax du groupe Easy Life. From the axis back to the apex, I keep testing, stay plugged in, keep smoking, smoke till my breath stains, could've been a kingpin, stay linking, like Jay-Z, yeah, big pimpin', now we take off, on Bake Off, won't sleep till my days off, hell yeah. The climax, wrap me up in gift wrap, you shoot back a sick bag, burning up on contact, I'll be in my sequence, it's none of your business, you should mind your beeswax. Then you see me go hard like I'm like King Kong. Ooh, the boy can't go wrong. Not a hair out of place, not a foot out of line. I keep it up all night long. We're blowing up your radar, charging up your pacemaker. Buy now and pay later. Keep you earning that paper. You should keep your distance. I'll be playing defense. I don't need a reason. I just need completion. Think you better relax. It's none of your business. You should mind your beeswax. Waiting for the climax. Wrap me up in gift wrap. You should back a sick bag. Burning up on contact. I'll be in my sequence. It's none of your business. You should mind your beeswax. Yes, I'm aware of my privilege. Yes, I'm aware that I'm killing it. Up on my pennies now, they're trying to pinch. Taking them out when I give them an inch. Everybody round me taking
a biscuit and the milk out of the fridge. Jump in the Ford, end up in the ditch. Minding my business, don't give a shit. Yes, I'm aware of my privilege. Got a little gold on my wrist. Only ever driving the car when I'm pissed. Only ever leaving the bar for my shift. Everybody round me taking the biscuit and the milk out of the fridge. Unless I get a bonus, I'm gonna quit. Everybody got a bone to pick, see? Sick bag, burning up on contract. I'll be in my sequence. It's none of your business. You should mind your beeswax. Et on vient d'écouter Beeswax en un seul mot. Il me semble que Boult avait un petit mot pour terminer l'émission. Un petit mot à nous dire sur la fragilité des abeilles. Un petit peu de sensibilisation et d'émotion. Oui, voilà. Donc c'est vrai que la filière apicole... Bon, on ne veut pas dire qu'elle est complètement en danger, mais bon, elle demande beaucoup d'attention, déjà auprès des gens qui nous dirigent. Une petite anecdote, on a les néonicotinoïdes qui sont reconnus comme des tueurs d'abeilles. Donc ça leur bousille complètement le système nerveux, elles ne retrouvent plus les ruches. Ça a été arrêté en 2019. Et puis là, pour la filière de la betterave, depuis 2021, ils ont remis le néonicotinoïde en route. Et rebolote, on a des effondrements de colonies qui vont recommencer. Voilà, donc c'est un monde qui est assez fragile. Il faut savoir qu'il y a de moins en moins d'apiculteurs. Les apiculteurs maintenant qui arrivent à subsister, c'est des énormes apiculteurs. De toute façon, il faut minimum 400 ruches pour être reconnu apiculteur à la mutuelle sociale agricole. C'est 400 ruches le quota. Alors après, pour vivre, c'est ce qui est estimé pour faire vivre une famille. Après, on a des apiculteurs qui vont avoir 1000, 2000 ruches. Et tous les jeunes qui sont dans les écoles d'apiculture, ils démarrent avec 1000 ruches maintenant. Donc voilà, alors après, ça engendre des pratiques. On n'est plus dans de l'apiculture de loisirs comme nous on fait, avec des bonnes pratiques. On essaye vraiment, on rentre dans des trucs. Il y a un film qui s'appelle Des abeilles et des hommes. Je vous conseille de le voir, mais je vous rassure, c'est très triste. Je peux dire quelque chose ? Mais bien sûr, Coco. On t'écoute. En fait, le petit mot de la fin. Dans nos éditions, on s'est permis aussi de solliciter des éditeurs ou des écrivains. Et je vais vous lire un extrait de Marielle Massé, Nos cabanes, qui a été écrit en 2019, un très, très joli ouvrage qui dit « L'écologie aujourd'hui ne saurait être seulement une affaire d'accroissement des connaissances et des maîtrises, ni même de préservation et de réparation. Il doit y entrer quelque chose d'une filia, une amitié pour la vie elle-même et pour la multitude de ses phrases, un concernement, un souci, un attachement à l'existence d'autres formes de vie et un désir de s'y relier vraiment. » Voilà. Merci. Ça ressemble à un petit mot de la fin. Ouais. Parce que pour nous, c'est fini. Enfin, pour la FM, parce que les copains des Bauges et de Chambéry, vous nous écoutez comme ça. Mais nous, au bistrot, sur le web, sur le Mixcloud, on continue de papoter et faire le tour de la question. Alors, c'est l'occasion pour toi, petite abeille curieuse, de jeter une oreille attentive sur les plateformes de diffusion. On ne va pas les citer, tu les connais, on va plutôt rappeler que tu peux retrouver toutes les infos sur nos invités et leurs ruchers sur leur site internet, lerucherduharas.fr. Peut-être que ça va changer. Et même et surtout en vrai lors des événements qui auront lieu dans leur nouvel espace des Forges. Si tu veux nous aider, tu peux nous déposer un petit pot de miel au bistrot à l'intention du KGB ou même mettre une piécette dans notre Tipeee. On se retrouve en chair et en os le 7 mai prochain. Pas au bistrot, mais en direct du festival de BD de Sevrier. D'ici là, porte-toi bien. Ne crois pas toujours ce qu'on te dit, surtout si on est un con et qu'il veut que tu votes pour lui. Pense à demander des comptes plutôt que du blabla, ça devient urgent. Et pour garder le moral, récite-toi ce mantra 7 fois de suite dans ta tête. L'abeille coule. Allez, bisous. Oh, j'ai adoré ce moment. Ah, mais non, c'est pas fini. Oh là là. On peut encore discuter, il y a encore Mathias qui est là. Puis je vois Michel tout au bout là. Michel, c'est notre fan des insectes au bistrot des Tilleuls. Notre amoureux des insectes, pardon. Des reptiles, mais aussi des insectes. Ah, des reptiles, qui c'est qui s'intéresse aux reptiles ? Ah là là, mais ton Michel, mais vous n'avez pas fini de discuter, hein. Propriétaire de Boa pendant 19 ans, pour le bâtard. Ah bah alors vous allez vraiment vous entendre. Mais ne changeons pas de sujet. Kinou,
Non, Coco, j'avais envie que tu nous parles un petit peu aussi de ton rôle au sein du Hara, parce qu'on a quand même beaucoup parlé du rôle des abeilles. Le cœur, c'est le cœur. Du rôle de boule. C'est du rôle de François. Je suis la reine de François, c'est mais ça. T'es horrible. Eh ben, oui, mon rôle, moi, c'est plutôt cette question de langage, c'est-à-dire de passer du monde du scientifique à l'artistique et de se dire qu'en fait, il faut un peu mêler aussi des connaissances et des points de vue pour pouvoir se rencontrer. Donc, c'est un peu l'objectif à chaque fois, lors de ces différentes années, d'inviter des artistes qui permettent, par leur prisme, d'aborder le sujet de manière un peu différente et de questionner à la fois des gens aficionados des insectes, des scientifiques, mais aussi des artistes eux-mêmes voilà, parce que c'est un sujet qui touche à la fois la vie sociale des abeilles, à la fois sur la question d'architecture, de construction, d'être ensemble, de vie sociale. Merci. C'est un monde qui est assez fascinant et qui a plein de prises en fait pour des artistes en fait dans leur manière aussi d'aborder des sujets qui soient philosophiques, plus politiques, etc. Donc cette année d'ailleurs, nous avons décidé d'inviter Nathan Witteroval, qui est un jeune artiste de l'école d'art que nous avons formé à l'apiculture et qui expérimente plutôt autour de la question du jardin en mouvement, Gilles Clément, le jardin planétaire, et travaille beaucoup autour du bois. Donc nous a construit notre rucher, là, aux Forges, donc, qui est une magnifique structure où il a aussi construit des petites nichoirs à oiseaux, etc. Et des ruches kenyanes aussi. Il a fait des ruches kenyanes, etc. Et cette année, ça va être notre artiste invité qui va expérimenter. Donc lui, ce qui l'intéresse en ce moment, c'est vraiment un travail autour de l'abeille sauvage. Il a commencé à faire une série de masques pour hommes à travers du tressage, du bois, etc. Et on va lui faire rencontrer un entomologiste pour qu'il puisse creuser un peu ce sujet-là, voir ce qu'il veut en faire. C'est plutôt des films, voilà. Donc à chaque fois, on va produire aussi des œuvres qui sont plutôt d'un autre domaine. Voilà. Tout ça pour faire du lien, quoi. Exactement. Ouais. Tout ça pour faire du lien et aussi se dire qu'on peut rencontrer quelqu'un de différent aussi, ce qui est important, parce que la biodiversité, elle est animale, la biodiversité animale, etc. Mais aussi, c'est les humains, et c'était un peu l'enjeu du rucher, c'est de créer une biodiversité culturelle aussi à travers notre projet. Voilà. François ? C'est vrai qu'on se sert beaucoup de l'abeille. Hein. On dit que l'abeille, c'est la sentinelle de la biodiversité. Ce qui est vrai, sûrement, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing en disant, on va mettre des ruches sur les toits et tout. Bon, moi, je trouve ça absurde, quelque part. S'ils ont les moyens, autant qu'ils descendent leur rucher qui est sur le toit, qu'ils le mettent devant l'entreprise, comme la ville le fait avec un petit kiosque sécurisé, de manière à ce que tout le monde puisse voir les abeilles. Et puis après, ça ne leur empêche pas de leur donner à leurs collaborateurs les petits pots de miel. Donc il y a ce phénomène de mode. On sait qu'à Paris, sur tant de kilomètres carrés, ils ont 1200 ou 1300 ruches. C'est saturé. Donc c'est toujours des ressources alimentaires que les autres pollinisateurs ne vont pas pouvoir déguster. Donc voilà, on parlait, il y a 15 ans, on parlait de une ruche à l'hectare, pour essayer d'équilibrer tout ça. Maintenant, on a une ruche au kilomètre carré, quoi. Donc voilà, il faut arriver à ça. Donc moi, je me bats un petit peu contre tous ces gens qui nous appellent. Oui, alors je voudrais mettre des ruches sur mon toit. Voilà. Soit vous les descendez ou vous faites des hôtels à insectes, c'est très bien aussi. Puis c'est moins contraignant. Oui. Parce que quitter d'avoir une ruche, c'est du boulot. Hein. Et si on prend une ruche, il faut s'en occuper jusqu'au bout. On ne peut pas la laisser comme ça dans son jardin. Déjà, il y a une législation, on ne peut pas la mettre à côté du voisinage. Donc déjà là-dessus, il faut des assurances. Puis ensuite, il faut des pratiques, des bonnes pratiques. Si c'est pour prendre une ruche puis la laisser crever, ça ne sert absolument à rien. Le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, ça part sûrement d'un bon principe, d'un bon sentiment. Mais après, il faut que les gens s'intéressent aux bonnes pratiques, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il ne s'agit pas juste de mettre une ruche sur son toit en disant c'est bon, j'ai fait un geste. Exactement. Autant mettre un hôtel insecte, il n'y a rien à faire, qu'à observer. On fabrique l'hôtel insecte avec des mesures bien précises. On met de labourage, de la facélie et puis de la lavande, puis on observe. Et puis votre hôtel insecte, c'est carrément une ruche. Il y a des moments d'année, c'est absolument génial. Et puis là, vous participez un maximum
à la biodiversité. C'est vrai qu'on a tellement alerté sur le fait que si un jour les abeilles disparaissaient, ce serait la fin de l'humanité, etc., que du coup tout le monde a voulu essayer de faire quelque chose, à tort et à travers, peut-être mal. Complètement, il y a chaque assiette que vous mangez matin, midi et soir, il y a 75% de cette assiette qui est attribuée aux pollinisateurs. Si vous enlevez ces pollinisateurs, vous allez vous retrouver avec de la viande et puis des céréales. Donc là, vous n'allez plus avoir de fruits, plus de légumes, il n'y aura plus rien. Quoi. Là, c'est aussi pour alerter que les premiers à aller justement convaincre, c'est aussi les agriculteurs. C'est-à-dire sur les pratiques de la bourde, etc., qui, eux, sacrifient les sols, et qui sont les premières niches, comme on a vu, c'est des insectes terricoles qui abritent un certain nombre de pollinisateurs. Voilà. Le fauchage tardif dont parlait Boule tout à l'heure aussi, peut-être pour le fauchage tardif dont tu parlais tout à l'heure. Oui, complètement, bien sûr, oui. Tous ces insectes-là, quand l'agriculteur rentre dans des pratiques comme ça, que ce soit avec des oiseaux, avec aussi d'autres mammifères, ces animaux-là deviennent des auxiliaires. On a des reconversions d'agriculteurs traditionnels, conventionnels, qui sont mis dans l'écologie complètement, mais ils travaillent avec ces auxiliaires. Et on a eu une conférence avec un agriculteur qui disait moi le matin je regarde les oiseaux qui sont là, ils participent, il a replanté toutes ces haies. Pourquoi ? Parce que il y a tous les insectes, il y a tous les petits mammifères, il y a les comment ça s'appelle, il y a les avec les piquants là, j'ai perdu les hérissons et compagnie. Voilà, ils sont tous là quoi. Je pensais que tu parlais de David. Ouais, je pensais que c'est David. Donc voilà, ce sont tous des auxiliaires. Mais maintenant avec les monocultures, on n'a pas leur place. Donc, il y a 40 ans, on a enlevé toutes les haies. Pourquoi ? Parce que le tracteur, au lieu de faire le tour du champ de la haie, c'est mieux de passer à travers. T'as vu le prix de l'essence aussi, et ça va. Il y a un budget, je ne sais plus combien, je ne vais pas vous dire de bêtises sur le chiffre, mais le budget pour replanter des haies en France, c'est faramineux. Mais tant mieux. Mais voilà, maintenant, on est obligé de payer pour replanter des haies. Moi, je me suis fait la réflexion justement sur la route. Retour le long des autoroutes ou des routes, il y a toujours ces champs en ce moment qui sont tous labourés. Il y en a quand même pas mal où c'est qu'il y a en plein milieu du champ, il y a 1 ou 2 arbres comme ça toujours qui subsistent et qui ont sûrement leur utilité. Sinon, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient coupé pour labourer la parcelle complète, quoi. La masse des insectes volants en 30 ans en Europe s'est effondrée de 85%. La masse. Vous imaginez, il y a une anecdote, quand on prenait une voiture, moi quand j'étais jeune dans les années 60-70, on allait à Lyon, et on avait la station, il y avait le seau avec la petite raclette et tout. Le pare-brise était complètement rempli d'insectes. Il n'y a plus rien maintenant. Donc ça monte bien, c'est 85%, c'est pas du pipeau. Quoi. C'est un effondrement incroyable. Quoi. On a économisé sur le lave-vitre. Bon. Il y a tous l'un dans l'autre. J'en profite aussi qu'on a là pour dénoncer les piégeages chez les gens pour les guêpes qui mettent des pièges avec des bouteilles en plastique, mais c'est des abattoirs à insectes. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de guêpes, ce qui est absurde, parce que vous allez mettre une bouteille avec un appât dedans sucré, vous allez les faire venir. Ouais. C'est complètement absurde. Et alors, en plus, là-dedans, on va se prendre des papillons, des insectes qui sont complètement protégés, et c'est un véritable massacre. Donc j'en profite, arrêtez ces trucs-là. S'il y a du frelon, laissez faire des professionnels, mais ne vous amusez pas à piéger comme ça. À inventer des choses et à génocider et on participe à cet effondrement de 85%, j'en suis sûr. Il y a tellement de pratiques de piégeage individuel qu'il y a tellement d'insectes qui se font piéger là-dedans, c'est par tonnes sûrement pendant une saison. Quoi. Et on ne connaît pas beaucoup les écosystèmes urbains liés à la ville. Vous, c'était aussi l'idée, quand vous vous êtes mis au Haras, c'était d'être en plein centre-ville. Les forges, on reste quand même en ville. On dit qu'on est en campagne, qu'on voit des insectes en campagne, mais ils existent aussi en ville. Ça doit faire partie de vos missions aussi, finalement, de communiquer par rapport à ça. Surtout qu'avec les nouvelles politiques publiques autour de zéro phyto, etc., d'entretien des espaces publics, ça permet d'accueillir, en fait, c'est des espaces refuges pour je ne sais plus combien de pollinisateurs, mais en tout cas, à Annecy, nous, on a fait une étude autour des abeilles sauvages pour voir la part de présence dans les espaces publics. Et c'est vrai qu'il y a la part belle faite en ville et à l'urbain, puisqu'il n'y a pas tous ces produits qui sont utilisés et qui les tuent. Quoi. Voilà. Annecy a arrêté depuis une quinzaine d'années les phytos. Il n'y a pas de phytos. Donc ça, c'est énorme aussi donc ça, pour la protection de ces insectes. Mais donc, on voit très bien que, par exemple, là, on a un petit fascicule sur le frelon asiatique, qui est un prédateur. Donc,
Pour faire juste un petit historique, on a les Vespidés qui sont la famille des guêpes et des frelons, qui eux sont carnassiers, qui vont faire des prédations sur d'autres insectes pour nourrir leurs larves, alors que nos petites abeilles qui sont des végétariennes vont collecter du pollen pour nourrir leurs larves. Et le miel est fait avec le nectar des fleurs. Donc si on a ce Vespa velutina nigritoras qui lui s'implante en ville, c'est parce qu'on a aussi une faune qui est importante, parce que lui il se sert à peu près avec nos abeilles de 40% maximum. Tout le reste il va le prélever dans la nature sauvage, à travers les abeilles sauvages, les papillons, les mouches et tous ces insectes là qu'il est capable d'attraper. Alors c'est sûr, quand il se met devant un rucher, c'est le self-service, hein. Ah oui, Il se met en stationnaire. Et un individu peut tuer 50 abeilles par jour. Donc il sert quoi. Tu vois, plutôt que de courir après une mouche, c'est un peu plus compliqué quoi. Mais il mange les 50 ou c'est comme un renard dans un poulailler? Non, ce qui se passe c'est que lui va nourrir, il va découper la tête, il va découper l'abdomen et il va regarder le thorax, parce que dans le thorax de l'abeille, on a les muscles des ailes et des pattes c'est bourré de protéines. Donc il y a une bouillie qui va se faire, qui va être donnée à des ouvrières à l'intérieur de la colonie, et on va nourrir les larves avec ça. Donc voilà, ce sont des carnassiers. Les frelons européens font la même chose, mais par contre ils sont en moindre quantité, il y en a beaucoup moins, et ils sont moins virulents aussi quoi. Et les guêpes c'est pareil, ce sont aussi, quand vous sortez une tranche de jambon au pique-nique, il y a la guêpe, vous verrez pas une abeille sur la tranche de jambon. Donc, ce sont des carnassiers. Pour quelqu'un qui se dit pas trop apiculteur, je trouve quand même pas mal passionné moi. Enfin. Est-ce qu'il y a un petit podcast avec les anecdotes de boules? Ouais, non, mais c'est vrai que ça on trouvera ça. Bon, en tout cas, voilà, on a une campagne, on essaie de lutter contre ça. Non, c'est magique, c'est super. Il a fait des films, putain. Oh bah alors, bah voilà. C'est de Mireille, ça. La prochaine fois, je fais un en clown. On va devoir couper ça au montage. On va aller couper ça avec un petit peu de musique. Oh, les regards de dépit. C'est pas moi, c'est Mireille. Oh là là, la déchéance. Moi j'ai eu au moins la décence de parler loin du micro. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit non, faut pas laisser passer. En tout cas, on vous remercie vraiment, François et Corentine, parce que c'est une émission qui aurait pu durer encore bien 2 heures de plus. Oui. Vraiment, oui. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Un grand merci de nous avoir accueillis. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est de renouveau la fin. Alors, on s'habitue un petit peu. Alors, on va mettre un peu de musique, Greg. Corentine, un dernier mot, un petit mot avant. Si, j'appelle tous ceux citoyens qui veulent se mobiliser avec nous au rucher du Haras. Venez nous voir, contactez-nous. Allez-y. Via le Facebook qui est une page ouverte, ou via lerucherduharas@gmail.com. Je communique notre adresse mail qui va se transformer certainement bientôt, mais contactez-nous. Et puis nous on a besoin aussi de renforcer nos adhérents, notre équipe, pour inventer avec ceux qui viendront dans l'équipe. La biodiversité de demain. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Puis en chanson d'abeilles, il y a la chanson de Bourvil, Les abeilles. Oui, elle est géniale. Je l'ai pensé aussi. On n'était pas loin, Pour la mettre parce qu'elle est extraordinaire. Mais Greg, t'as choisi autre chose pour finir. Non, j'ai choisi autre chose qui va sortir un petit peu du cadre. C'est pour faire écho à la chronique de Jacques. Moi aussi, je pouvais pas faire une émission se passer un petit titre d'Arnaud. Et j'ai rien écrit, pour le coup. En général, j'écris toujours quelque chose quand je passe un morceau. J'ai rien écrit, parce que de toute façon, je me suis dit que ça avait déjà été fait et mieux fait, sans savoir que Jacques allait nous parler de ça. Donc, j'ai bien fait de me taire. Bon, voilà, moi, c'est juste, personnellement, Arnaud, je l'ai vaguement rencontré en backstage d'un concert à Château-Rouge en 96-97. Et des souvenirs d'un mec plutôt humble, plutôt gentil, avec le jeune que j'étais, là, le jeune bénévole et tout ça. Et puis voilà, donc j'ai choisi le morceau Chic et pas cher, son album French Bazaar en 2004. C'est parti. À bientôt. Salut. Ciao tout merci le monde. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. Oh, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Je suis désolé. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier le réglage de vos récepteurs. J'aime bien la radio. KGB. Au revoir et...